Le groupe modulaire, c'est tout simplement SL2 de Z, c'est-à-dire des matrices de 2 à coefficient entier. Mais alors, pourquoi ça serait si intéressant? Pourquoi on rencontre ce groupe dans tant de contextes? Et d'où vient son nom? On va décortiquer ça ensemble. Attention, cette vidéo est d'un niveau master en mathématiques. Comme toujours, c'est Eve qui fait le montage, et si vous appréciez notre travail, vous trouverez des liens en description pour nous soutenir. Le groupe SL2 de Z, c'est des matrices 2 x 2 avec des entrées entières et dont le déterminant vaut 1, c'est-à-dire AD moins BC égale à 1. Ce groupe agit naturellement sur Z2, simplement par une action linéaire. En particulier, si je prends une matrice M dans SL2 de Z et je l'applique aux deux vecteurs de base, E1 et E2, on va obtenir les vecteurs colonnes, AC et BD. Or, deux vecteurs, ça détermine d'une façon unique un parallélogramme. Et comme ici la matrice est de déterminant 1, ça veut dire que l'aire du parallélogramme engendré par les vecteurs AC et BD, c'est l'aire du parallélogramme initial engendré par les vecteurs de base E1, E2, qui lui, du coup c'est juste un carré, donc il est d'aire 1. Petite remarque, quand vous avez un parallélogramme au sommet dans Z2, alors son aire est égal à 1 si et seulement si, dans son intérieur et sur son bord, il n'y a aucun autre point de Z2, à part les coins. En fait, c'est une conséquence de la formule de Pick. Alors ces deux vecteurs, AC et BD, qui forment ce parallélogramme d'aire 1, en fait ça forme une Z-base de Z2. Autrement dit, on peut écrire n'importe quel vecteur dans Z2 comme une combinaison linéaire de AC et BD avec des coefficients entiers. Pour le prouver, on va déjà remarquer que l'inverse de la matrice M s'écrit assez facilement. Et puis on va prendre un vecteur, xy, dans Z2, et on va explicitement trouver une combinaison linéaire. Le vecteur xy, c'est simplement M fois M inverse fois xy. Le M inverse xy, on peut le développer, et puis j'applique M au résultat, et je peux redévelopper. Donc ici, on utilise le fait qu'une matrice appliquée à un vecteur, en fait, ça donne une combinaison linéaire des colonnes de la matrice. Et comme les colonnes de la matrice M, c'est justement AC et BD, on va obtenir à la fin une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, AC et BD. Donc là, on vient de démontrer l'existence d'une décomposition. L'unicité vient simplement du fait que les vecteurs AC et BD sont linéairement indépendants. En conclusion, on obtient alors le premier point de vue sur ce groupe SL2 de Z. SL2 de Z, c'est l'ensemble de toutes les bases de Z2. Plus généralement, au lieu de considérer Z2, on peut prendre n'importe quel réseau de R2. Un réseau, en fait, c'est l'image de Z2 par une application linéaire. Plus précisément, un réseau, c'est un sous-groupe de R2 qui est isomorphe à Z2 et qui est en quelque sorte deux-dimensionnel. Il n'est pas écrasé en dimension 1. Donc un réseau, finalement, c'est juste un ensemble de points. Mais quand on voit cet ensemble de points, on a quand même envie de choisir une base. Une base, c'est un ensemble de deux vecteurs qui donnent un parallélogramme, et du coup, lui, il pave le plan, il engendre un grillage, et l'ensemble des sommets de ce grillage doit coïncider avec les points du réseau. Mais du coup, il y a une différence entre un réseau et un réseau avec base, parce que, justement, on peut changer cette donnée, on peut changer la base. Et ce degré de liberté, c'est justement encodé dans le groupe modulaire. Donc SL2 de Z, c'est l'ensemble de toutes les bases d'un réseau donné. Pour construire l'ensemble de toutes les bases, on va déjà définir des opérations élémentaires. La première opération élémentaire, elle va prendre une base E1, E2, et elle va juste additionner E1 à E2. Donc ça correspond à une transformation qui préserve E1, et qui envoie E2 sur E1 plus E2. C'est-à-dire c'est la matrice 1, 1, 0, 1. On peut jouer le même jeu sur l'autre coordonnée, on va l'appeler U. Donc U envoie E1, E2 vers E1 plus E2, E2. C'est la matrice 1, 0, 1, 1. Et enfin, une autre opération assez utile, c'est d'échanger deux éléments d'une base. Mais puisque l'échange, en fait, ça correspond à une matrice de déterminant -1, en fait, il faut juste ajouter un signe quelque part. Donc on va dire que la dernière opération, qu'on appelle S, elle envoie E1, E2 vers E2 moins E1. Et ça correspond à la matrice 0, -1, 1, 0. Avec ces trois opérations élémentaires, on peut construire n'importe quelle base à partir de la base standard, en un nombre fini d'étapes. En fait, parmi ces trois opérations élémentaires, T, U et S, il y a des redondances. L'opération S, en fait, est égale à T, U inverse T, et l'opération U est égale à TST. Autrement dit, le groupe SL2 de Z est engendré soit par S et T, soit par T et U. Et on va voir dans la suite que les deux points de vue sont utiles. Quand on a un réseau de R2, par exemple Z2, on peut définir le quotient, le groupe quotient R2 divisé par Z2. Géométriquement, ce qu'on obtient, c'est un tore. En effet, le domaine fondamental de l'action de Z2 vers R2, c'est un carré.
En effet, pour tout point du plan, il existe un point du carré, c'est que la différence est un vecteur dans Z2. Mais sur le bord du carré, il y a des identifications. Il y a une identification gauche-droite et une identification haut-bas. Et quand vous faites le recollement, on obtient un tore. Mais cette construction marche tout aussi bien avec n'importe quel réseau. Si je prends une base du réseau, ça donne un certain parallélogramme, et donc le parallélogramme, pareil, je peux identifier le haut et le bas, et gauche et droite, ça donne également un tore. Mais alors, le tore, en fait, il est juste défini par R2 divisé par le réseau. Mais là, pour faire la construction géométrique, je choisis une base. Comment change géométriquement le tore quand je change la base? Autrement dit, comment le groupe modulaire agit-il sur le tore? Donc, reprenons l'exemple le plus simple, Z2 dans R2. Donc, on prend notre carré fondamental, et en recollant, on va obtenir un tore. Les côtés du carré, qu'on identifie, dans le tore, ils correspondent à un méridien et à un parallèle. Maintenant, changeons la base de Z2. Par exemple, je peux juste appliquer T. Donc, T garde E1, mais il va remplacer E2 par E1 plus E2, c'est-à-dire par la diagonale. La diagonale dans le carré est représentée dans le tore par une courbe qui fait une fois le tour du parallèle, mais en même temps un tour autour du méridien. Donc, il nous faudrait trouver une transformation du tore qui garde le méridien et qui envoie le parallèle sur une courbe qui est parallèle plus méridien. Une telle transformation, on peut la définir assez facilement. Vous prenez votre tore, vous le coupez le long du méridien, et maintenant, vous allez faire un twist de 360 degrés avant de le recoller. Donc le méridien, vu que c'est là où on a coupé et on l'a recollé, il n'a pas bougé, mais par contre le parallèle, lui, il va faire un twist supplémentaire le long du méridien, vu qu'on a fait ce tour avant de recoller. Cette opération, couper le tore, faire un twist de 360 degrés, puis recoller, ça s'appelle un twist de Dehn, d'après le mathématicien allemand Max Dehn. Donc T correspond à un twist de Dehn le long du méridien. Si je prends T inverse, en fait c'est aussi un twist de Dehn le long du méridien, mais dans l'autre sens, tourné de moins 360 degrés. Et alors U, la transformation U, elle est simplement un twist de Dehn le long du parallèle. Et quand T et U engendrent le groupe modulaire, on comprend que le groupe modulaire, il va agir par une succession de twists de Dehn. Peut-être vous savez que topologiquement, il n'y a qu'un seul tore, c'est-à-dire tous les tores sont homéomorphes entre eux. Donc les opérations qu'on vient de définir, ces twists de Dehn, ce sont effectivement des homéomorphismes. Par exemple, si je reprends la coupe le long du méridien, puis je tourne de 360 degrés et je recolle, c'est une transformation continue. Et en plus, elle admet un inverse, T inverse, qui lui est aussi continu. Alors cette transformation, elle ressemble beaucoup à une autre, celle où je ne coupe pas. Je prends juste le méridien et je le tourne de 360 degrés. Donc au niveau du méridien, on fait la même chose. On le tourne simplement de 360 degrés. Mais c'est deux transformations différentes. Une manière de le voir, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe au parallèle. Dans le cas du twist de Dehn, le parallèle, il change, il devient une courbe qui peut s'écrire comme parallèle plus méridien. Alors que dans l'autre cas, où je ne coupe pas, le parallèle, il va faire un détour, mais ce détour, en fait, on peut le défaire. Topologiquement, le parallèle reste le parallèle. En fait, la grande différence entre les deux transformations, c'est que la deuxième, c'est un homéomorphisme qui est en fait à l'intérieur d'une famille d'homéomorphismes. C'est-à-dire, je prends ce tore, je prends la anse, et puis je la tourne, mais du coup, à chaque instant de ce mouvement, j'ai un homéomorphisme. 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, etc., et à la fin, j'ai 360 degrés. Alors que dans l'autre cas, je coupe le tore, puis je tourne, puis je recolle. Si jamais je recolle un peu avant, en fait, c'est pas un homéomorphisme, parce que c'est pas une transformation continue. Près du bord, il y aura des points qui vont faire des sauts. D'un point de vue plus abstrait, on peut essayer d'imaginer l'espace de tous les homéomorphismes du tore. C'est un espace très grand, mais en particulier, il y a l'identité, transformation qui fait rien. Et alors, si vous partez de l'identité et vous promenez dans cet espace, vous allez avoir un chemin d'homéomorphisme. Ça correspond justement à une famille, à un paramètre d'homéomorphisme. Et typiquement, juste tordre la anse, c'est faire un chemin en partant de l'identité. Mais alors cet espace de tous les homéomorphismes, il n'est pas connexe. Typiquement, le twist de Dehn, il est sur une autre composante connexe. On ne peut pas le relier à l'identité, à l'intérieur des homéomorphismes. Alors le deuxième point de vue sur le groupe modulaire, c'est de dire que SL2 de Z, c'est l'ensemble des composantes connexes des homéomorphismes du tore, qui préservent l'orientation. Dit un peu autrement, c'est en fait le quotient du groupe des homéomorphismes qui préservent l'orientation du tore, divisé par les homéomorphismes isotopes à l'identité, c'est-à-dire qui sont connectés par un chemin à l'identité.
Donc là, on vient de faire des considérations topologiques. Et topologiquement, il n'y a qu'un seul tore. Tous les tores sont homéomorphes. Mais peut-être on peut raffiner un peu cette image, en remplaçant l'homéomorphisme par quelque chose de plus restrictif. Pour cela, on va identifier R2 à C, les nombres complexes. Et du coup, maintenant, un tore, c'est C divisé par un réseau. Donc ce qu'on obtient, c'est un tore avec une structure complexe. En maths, ça s'appelle une courbe elliptique. Donc, pour être précis, une courbe elliptique, en fait, c'est une variété complexe de dimension 1, donc dimension complexe 1, donc dimension réelle 2, qui est topologiquement un tore. Mais en fait, il y a un théorème qui dit que toute courbe elliptique s'écrit de la forme C divisé par un réseau. Donc ici, on va tout simplement dire qu'une courbe elliptique, c'est un réseau. Et alors sur l'ensemble des réseaux, il y a une relation d'équivalence assez naturelle. On va considérer deux réseaux comme étant équivalents si l'un s'obtient à partir de l'autre par une similitude directe, c'est-à-dire une rotation et une dilatation. D'un point de vue de la géométrie complexe, cette notion d'équivalence est très naturelle, parce que quand vous prenez une courbe elliptique, donc c'est un objet complexe, vous voulez définir un isomorphisme entre deux courbes elliptiques comme étant une application qui est holomorphe avec un inverse holomorphe, donc un biholomorphisme. En fait, il se trouve qu'un biholomorphisme entre courbes elliptiques, il se lève à un biholomorphisme sur C. En fait, des biholomorphismes de C, il n'y en a pas beaucoup, c'est des fonctions de la forme AZ plus B. Mais ici, les réseaux sont tous basés en 0, c'est en quelque sorte vectoriel. Donc le B vaut égal à 0, donc on a juste une transformation qui a Z associe A fois Z, avec A, un nombre complexe non nul. Et cette transformation, c'est exactement une similitude directe. Donc maintenant, si on veut comprendre les classes d'isomorphisme de courbes elliptiques, en fait, c'est simplement l'espace des réseaux, modulo similitude directe. On va choisir une base du réseau. Et puis, on peut utiliser la similitude directe pour rendre cette base dans une forme standard. La forme standard, c'est simplement d'envoyer le premier vecteur vers 1, 0, et puis de faire en sorte que le deuxième vecteur soit dans le demi-plan supérieur. Si jamais il était dans le demi-plan inférieur, en fait, on n'a pas choisi le bon vecteur comme étant le premier vecteur. Donc maintenant, on a le demi-plan supérieur. Et du coup, il nous reste à comprendre ce qui se passe si on change la base. Donc on va avoir une action de SL2 de Z sur le demi-plan supérieur. Et ça nous mène vers le plan hyperbolique. Considérons le plan hyperbolique dans le modèle du demi-plan, dans son ensemble des nombres complexes Z de parties imaginaires strictement positives. On a vu dans une vidéo précédente que l'ensemble des isométries qui préservent l'orientation du plan hyperbolique, c'est d'un groupe qui est en fait isomorphe à PSL2 de R. C'est-à-dire c'est SL2 de R qu'on a quotienté par plus ou moins l'identité. Autrement dit, on identifie une matrice M à moins M. Et l'action des isométries sur le plan hyperbolique, c'est simplement par homographie. C'est-à-dire une matrice ABCD va agir sur un point Z par AZ plus B sur CZ plus D. Et d'ailleurs, dans cette formule, vous voyez bien que si je remplace M par moins M, le résultat final ne change pas. Alors, SL2 de Z, c'est un sous-groupe de SL2 de R, et en divisant du coup par plus ou moins l'identité, on obtient que PSL2 de Z est un sous-groupe de PSL2 de R. Donc ce groupe PSL2 de Z, souvent, c'est lui qu'on appelle groupe modulaire. Mais parfois on est un peu flou sur SL2 de Z ou PSL2 de Z. De toute façon, il y a juste un quotient par plus ou moins l'identité entre les deux. Donc en tant que sous-groupe des isométries, PSL2 de Z va agir par isométrie sur le plan hyperbolique. Prenons par exemple la géodésique qui relie 0 à l'infini. C'est juste une demi-droite. Et on va considérer son orbite par le groupe modulaire. En fait, il se trouve que c'est la fameuse triangulation de Farey. Donc pour voir que c'est bien une triangulation, peut-être il vaut mieux changer de modèle et regarder ce pavage dans le modèle du disque de Poincaré. Donc la transformation S du groupe modulaire, c'est simplement une rotation autour du centre, qui en fait est représentée par I. Donc c'est une rotation hyperbolique de centre I et d'angle π. La transformation T, elle se voit mieux dans le demi-plan supérieur parce que c'est simplement une translation. Donc là, on arrive au troisième point de vue du groupe modulaire. Le groupe modulaire, c'est le groupe des symétries de la triangulation de Farey. Il faut juste faire un peu attention, le triangle que vous voyez, ce n'est pas un domaine fondamental de l'action du groupe modulaire. Parce qu'en fait, il y a une symétrie qui envoie ce triangle vers lui-même et qui fait une rotation autour de son centre, de 120 degrés, de π sur 3. Et en fait, cette transformation, en termes des générateurs, c'est T fois S. Donc le domaine fondamental, en fait, c'est un tiers de ce triangle. Donc, dans le demi-plan supérieur, vous pouvez par exemple choisir ce bout qui pointe vers le haut. Et puis la forme, elle n'est pas très jolie, on peut la couper au milieu, puis déplacer la moitié, recoller de l'autre côté,
pour obtenir cette forme-là. Donc c'est l'ensemble des nombres complexes dont la partie réelle est entre -1/2 et 1/2, et qui sont de normes plus grand ou égal à 1. Dans ce domaine fondamental, il y a une identification entre la gauche et la droite, c'est fait par la transformation T, qui a Z associe Z plus 1, et il y a une identification sur l'arc de cercle autour de I, parce qu'il se trouve que la transformation S, elle envoie un demi-arc sur l'autre demi-arc. Donc dans ce domaine fondamental, vous voyez deux points un peu particuliers. Il y a le point I, donc c'est le centre de la rotation S. En fait, ce point-là, quand vous faites un tour avec un angle seulement de pi, vous allez retomber sur vous-même, parce qu'on a fait ce recollement. En fait, c'est un point conique d'un angle pi, et en fait, ça illustre le fait que S au carré faut égal à l'identité. Et l'autre point remarquable, c'est le coin où la partie réelle égale à 1,5 rencontre le cercle unité. En fait, ce point-là, je vais l'appeler sigma, c'est 1 plus i racine de 3 sur 2. C'est la 6e racine de l'unité. Et ce point-là, quand vous faites un tour, vous allez retomber sur vos pas seulement avec un angle de 2π sur 3. Donc c'est un point conique, et le cône est là à un angle de 2π sur 3. Et ça illustre que la transformation t fois s, dont le point fixe est donné par ce point, elle est d'ordre 3. T fois s puissance 3 égale à l'identité. Et en fait, il se trouve que c'est les seules relations qu'il y a entre t et s. Autrement dit, on peut écrire une présentation du groupe modulaire PSL2 de Z, engendré par t et s, et les seules relations, c'est que s au carré égale à l'identité, et ts puissance 3 également. Petite remarque, on peut relever cette présentation sur SL2 de Z. SL2 de Z est également engendré par S et T, mais cette fois-ci, S puissance 4 égale à l'identité, et TS puissance 3 est égal à S au carré. Mais alors enfin, pourquoi ça s'appelle le groupe modulaire? Pour cela, il faut revenir sur les tores et les courbes elliptiques. Donc le quatrième point de vue sur le groupe modulaire, c'est que le quotient du plan hyperbolique par le groupe modulaire PSL2 de Z, en fait, c'est l'espace des classes d'isomorphisme des courbes elliptiques. C'est l'espace des classes d'isomorphisme des courbes elliptiques. Et les classes d'isomorphisme, très souvent, on appelle ça un espace de modules. Donc c'est l'espace des modules des courbes elliptiques. Et du coup, ça explique le nom groupe modulaire. Donc ce mot module, il évoque l'idée d'avoir une famille continue de paramètres qu'on peut moduler. Alors, pourquoi c'est vrai? Donc on avait dit qu'une courbe elliptique, c'est simplement un réseau. Donc l'ensemble des courbes elliptiques, c'est l'ensemble des réseaux. Pour comprendre l'ensemble des réseaux, il est plus simple d'abord de considérer l'ensemble de tous les réseaux avec une base. Donc l'ensemble de tous les parallélogrammes. Parce qu'en fait, cet espace-là, c'est simplement GL2 plus de R. Les matrices de 2, coefficients réels, et de déterminants positifs. Parce qu'un parallélogramme est simplement donné par deux vecteurs, et du coup, je peux envoyer la base standard sur ces deux vecteurs. Mais maintenant, si je veux passer d'un réseau avec base juste au réseau, comme l'ensemble de toutes les bases, c'est SL2 de Z, on va juste quotienter GL2 plus de R par SL2 de Z. Ça, c'est l'ensemble des réseaux. Mais alors, on avait introduit une relation d'équivalence sur les réseaux. On a dit que deux réseaux sont identiques s'il y a une similitude directe entre les deux. C'est simplement une multiplication par un nombre complexe non nul. Donc en fait, il y a un quotient de l'autre côté par C étoiles. Et en plus, on peut choisir dans quel ordre on fait les quotients. Donc si je considère d'abord GL2 plus de R divisé par C+, ça va être l'espace des réseaux avec base, modulo similitude directe, et là, on avait dit que on peut simplement normaliser cette base, on peut envoyer le premier vecteur vers 1, 0, et avoir le deuxième qui pointe vers le demi-plan supérieur. Donc en fait, ce quotient-là, on peut l'identifier au plan hyperbolique. Et une fois que vous avez le plan hyperbolique, il y a SL2 de Z qui agit dessus, par homographie, et en fait, il se trouve que c'est une action projective, donc ce qui reste, en fait, c'est H2 divisé par PSL2 de Z. Et du coup, ce quotient-là, c'est l'ensemble des réseaux modulo équivalence, c'est-à-dire les courbes elliptiques modulo isomorphisme. C'est les classes d'isomorphisme des courbes elliptiques. Mais alors concrètement, H2 divisé par PSL2 de Z, on vient de le voir, c'est le domaine fondamental. Donc chaque point du domaine fondamental doit correspondre à une courbe elliptique, c'est-à-dire à un réseau. Et ce réseau, en fait, est simplement donné par le vecteur 1, 0 et ce deuxième point. Donc si je prends le point I, ça correspond au réseau carré. Et maintenant, si je bouge ce point le long de l'axe des imaginaires, on va avoir des rectangles de plus en plus allongés. Si au contraire, je bouge mon point le long du cercle unité, alors vous allez avoir des losanges, des parallélogrammes avec les deux côtés de longueur égale. Mais alors au bout, quand vous arrivez à la 6e racine de l'unité, l'angle entre les deux vecteurs est de 60 degrés, donc en fait, votre losange, c'est une union de deux triangles équilatéraux.
Donc on obtient simplement le réseau triangulaire. Et si vous prenez un point un peu au milieu, vous allez avoir un parallélogramme un peu arbitraire. Pour finir, il y a encore plein de sujets qui sont liés au groupe modulaire dont je n'ai pas trop le temps de parler aujourd'hui. Il y a bien sûr la notion de la forme modulaire. C'est une fonction holomorphe du demi-plan supérieur qui se comporte d'une certaine manière sous le groupe modulaire. Et en particulier, il y a la notion d'une fonction modulaire. C'est une application holomorphe du demi-plan supérieur qui invariante par le groupe modulaire. Mais là, en fait, essentiellement, il n'y a qu'une seule fonction, c'est la fameuse fonction J. Puis, il y a des liens avec les groupes de tresses, il y a des liens avec des réseaux de dimension plus grande ou des groupes de Lie, et enfin, il y a aussi des apparitions du groupe modulaire en physique, notamment en théorie des cordes. Par exemple, peut-être vous avez entendu parler de la dualité S. En fait, c'est vraiment lié à la transformation S qui a Z associé moins 1 sur Z. Donc c'est une des transformations qui engendre le groupe modulaire. Mais arrêtons-nous là, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour une fois, le sujet était assez compliqué, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À bientôt!